de Caracas, on a toujours beaucoup de projets et d'événements. Certainement, l'un des plus notables est l'Escolita de los Llanos. Pour vous introduire plus dans le sujet, on a interviewé Madame Jiménez, fondatrice de l'Escolita. Mais tout d'abord, nous aimerions vous présenter quelqu'un de fondamental pour cette interview, Madame Jiménez. Madame Jiménez est une institutrice du lycée français de Caracas. L'histoire, géographie et l'enseignement moral et civique. Cependant, derrière cette professeure se cache une histoire émouvante et exemplaire. Afin que vous puissiez la connaître, nous allons lui poser quelques questions portant au merveilleux projet baptisé comme l'Escolita de los Llanos. Mais bien sûr, on se demande quand est-ce que l'Escolita de los Llanos a été créée. Alors c'est une longue histoire, une vieille histoire à l'aune de votre âge. En fait, je suis allée pour passer l'an 2000 dans un hato qui recevait des touristes, mais c'était un hato où on accrochait les hamacs. C'était des gens qui recevaient des touristes en agro-tourisme, ce qu'on appelle aujourd'hui agro-tourisme. Et puis ça a été un coup de foudre avec cette famille, mes enfants ont adoré. C'était la fête d'être si loin du monde, dans un endroit où on est à 100 km du premier village, où il n'y avait pas d'électricité, on s'éclairait avec des torches. C'était extraordinaire. Donc on y est retourné l'année d'après. Et puis vous savez, moi je suis prof, donc je voyais ces enfants. Et pour moi, ce qui m'intéresse, c'est l'école. Tant pis, il faut le dire. Donc je demande à ces enfants, mais où est votre école? Et c'est là qu'ils m'ont amené à ce qui n'était même pas une cabane. Il y avait 4 piquets, un toit en tôle complètement détruit. Et puis même pas de sol et 3 ou 4 pupitres. Il n'y avait même pas de mur. Et je me suis dit que non, ça n'était pas possible. On allait rentrer dans le 3e millénaire, n'oubliez pas, on était en 2001, et qu'une école comme ça existe, où les vaches, en fait, avaient plus de chance que les enfants. Et donc je suis revenue au collège, j'ai parlé avec la direction, j'ai parlé avec mes élèves, j'ai parlé avec Madame Gimel, et de là est née l'idée de construire une école. Donc voilà. Très bonne histoire. Je dois rajouter que le seul qui était contre, c'était mon fils, il avait 10 ans, il n'aimait pas l'école. Et puis il m'a dit, mais maman, tu vas pourrir la vie de ces pauvres enfants, tu vas leur donner des cahiers, une maîtresse, des pupitres. Ils sont si contents d'être libres. Et ça a été la seule voix qui se soit opposée, bien entendu. Merci. Donc depuis la création de l'Escolita, bien sûr il y a eu beaucoup de changements, donc on voudrait les connaître, les contributions depuis là jusqu'à maintenant. Alors, les contributions, la chance, c'est qu'on a toujours trouvé des gens sur notre chemin, des gens extraordinaires. D'abord, mes élèves. Année après année, les élèves du collège ont porté ce projet. Et sans le collège, sans mes élèves, sans nos élèves, eh bien, ce projet n'aurait jamais pu aboutir. Parce que c'est un projet à double entrée. C'est un projet, l'idée, c'est d'aider les enfants à mieux grandir en devenant des enfants qui savent lire, écrire, et maintenant avec beaucoup d'autres projets, en particulier la musique. Mais c'est également un projet qui prend ses racines ici, dans le sens où il faut que des élèves hyper privilégiés du lycée sachent qu'ils vivent dans une bulle et que le devoir de solidarité, aider ceux qui ont moins, c'est une obligation, mais une obligation morale. On le fait seulement si on le veut, mais on doit le faire parce que nous, on a toutes les chances. Il faut aider ceux qui en ont beaucoup moins. Donc voilà, d'abord une classe avec tous les enfants, il y avait 8 ou 10 enfants du CP au CM2 vénézuélien. Après, comme on s'est rendu compte que les enfants arrivaient en CP, ils n'avaient jamais eu entre les mains un crayon, ils ne savaient rien faire. On a ouvert la maternelle, parce que vous savez qu'en maternelle, là il faut travailler, c'est là où on va travailler, on va apprendre la sociabilité, on va apprendre la motricité fine, etc. On est enfin préparé pour le cours préparatoire. Après, il y avait plus d'élèves, on a ouvert une 2e classe de primaire. Maintenant, on a 2 classes de primaire avec 3 niveaux dans chaque classe. Et puis après, tous les ans, on a ouvert une classe de secondaire. Donc ça a été le but d'abord. Le but premier, c'est évidemment l'éducation. L'éducation primaire et ensuite l'éducation secondaire. Ça, c'est le but premier. Mais l'idée également, c'est de construire un monde cohérent. On est dans une communauté complètement isolée et l'école est le monument. C'est le monument. Les gens qui viennent là-bas visitent l'école. Et donc l'idée c'était aussi de donner des ouvertures à ces enfants, d'autres ouvertures. Une autre ouverture, c'est évidemment une dimension patrimoniale. Donc on a lancé la musique, mais
la musique simplement avec des enregistrements. Tout le monde a appris à danser le joropo. J'avais envoyé plus de 100 mètres de jupes, enfin de tissu pour faire des jupes, pour qu'on danse le joropo. On a des grands-mères qui ont appris aux enfants à tisser les hamacs, parce que c'est un travail culturel et traditionnel de la région et que plus personne ne sait le faire. Donc tous les enfants ont appris en technologie à tisser des hamacs, et il y a une des grand-mères très rigolotes qui m'avait dit « Los puedo raspar ». Je dis « Claro, los puedo raspar si lo hacen mal ». Ça a été une première partie. Très rapidement également, les élèves du collège se sont très fortement impliqués. Dans les années 2003-2004, donc tout au début du projet, on n'avait pas l'eau à l'école. Donc on a participé à un projet, enfin à un concours du ministère de l'Éducation nationale à Paris, qui s'appelait Envie d'agir, et c'était des projets d'entrepreneuriat social réalisés par des élèves dans les écoles. Et nous, on a gagné le projet, on a gagné le concours pour Antilles-Guyane, parce que c'était par académie. Donc avec cet argent, je me rappelle, on a gagné 1 400 €. Avec ces 1 400 €, donc on est tout au début, en 2003-2004, je cherche la date, on a pu forer le puits, acheter la pompe et le réservoir. Donc très rapidement, l'école a eu l'eau. Imaginez une école sans eau. Donc ça a été la première installation. Et puis de là, évidemment, cette installation, c'était une éolienne, parce qu'on a dès le début voulu travailler dans des énergies propres. C'était pas tellement la mode il y a 20 ans, mais nous on s'est dit, si on fait les choses depuis le début, on va les faire bien. Donc avec tous les gens qui travaillaient sur le projet, on a pu d'abord acheter l'éolienne, la pompe, etc. Et puis petit à petit, on a réussi à se battre, à obtenir de l'entreprise pétrolière Total les panneaux solaires, puisqu'il n'y avait pas d'électricité là-bas. Et donc l'école avait des panneaux solaires. Et cette école, elle a été extraordinaire dans la région, parce que c'était le seul bâtiment avec des fenêtres en verre. Et les gens venaient voir une école avec des fenêtres en verre, et où le sol était cimenté. Et une fois, il y a une grand-mère qui arrive pour me voir, elle m'apporte une grosse citrouille de son jardin pour me faire un cadeau. Et là, j'ai été extrêmement touchée, parce qu'elle enlève ses chaussures pour rentrer dans la classe. Et c'est quelque chose, elle rentrait dans un lieu sacré qu'elle ne voulait pas salir. Donc vraiment, ça, c'était important. Donc ça a été la première partie, la partie développement écologique. Au niveau des énergies, l'eau est propre, l'électricité est propre, ça c'est très important. Et puis petit à petit, il y a eu beaucoup d'autres projets, donc je ne sais pas si je vous parle de tous les projets en une fois ou si on s'arrête. Je n'arrête pas, donc je continue. Donc parmi tous les projets, il y a eu l'idée c'est de chercher également une autonomie de l'école, une autonomie financière, pour qu'à l'école se produise l'argent dont elle a besoin pour fonctionner. On envoie à tous les enfants les chemises, les uniformes, on envoie tout le matériel scolaire, et ça coûte extrêmement cher pour une centaine de personnes. Donc l'idée, c'est d'arriver à générer dans un endroit désert, à générer une activité économique durable qui permette justement de vendre et de produire de l'argent. Donc les hamacs, on les vend, et avec cet argent rentre, Madame Gimel est la trésorière, je ne sais pas comment elle fait des miracles. Ça permet d'acheter des cahiers, des crayons, etc. On a également lancé le projet récemment de produire de l'agriculture, donc produire des produits alimentaires pour améliorer l'alimentation des enfants. C'est un projet qui ne marche pas très bien, il faut le dire, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas être partout, ces jeunes. Ils ne peuvent pas être à étudier, à s'occuper de l'agriculture. Et puis, on est dans une région inondable, donc 6 mois de l'année, en fait, il y a de l'eau partout. Et tous les ans, il faut tout recommencer. Donc ça, c'est un peu compliqué. Ce qui marche très bien, ça a été le jardin de Plátano Sicambur. Ça marche très bien. Donc c'est une forêt, une petite forêt de bananiers. Et vous savez que la banane apporte au niveau de l'alimentation tout un tas de nutriments essentiels. Et c'est excellent. Donc la forêt de bananes, ça marche. Qu'est-ce que je peux vous dire en ce qui concerne des projets de développement durable? Eh bien, il y a celui de l'apiculture sur lequel certains ont la chance de travailler cette année. L'apiculture, qu'est-ce que c'est? C'est aussi arriver à produire du miel, le commercialiser. Ça, c'est la partie rentabilité. La partie écologique qu'on poursuit toujours avec l'apiculture, c'est évidemment favoriser la pollinisation, favoriser une prise de conscience dans la communauté où on détruit les ruches pour voler aux abeilles le miel sauvage. Donc il y a tout un phénomène de conscientisation communautaire
à travers justement le travail fait sur les ruches et l'élevage des abeilles. Donc voilà, une des choses que je pouvais vous raconter. Cette école reçoit des nouveaux élèves tous les années. Ceci nécessite d'une bonne administration. Alors pouvez-vous nous dire quelles sont les personnes à Caracas et à Apure qui se chargent d'organiser cette école? Alors c'est très vite fait. À Caracas, nous sommes 3. Il y a Laura Marquez qui s'occupe de la communication, Madame Gimel, Marie-Josée Gimel qui s'occupe de la trésorerie et moi le reste. Donc voilà, on est 3, ça représente, personne ne peut imaginer, mais moi je travaille tous les jours, au moins 1 heure pour la petite école, c'est énorme. Mais par contre c'est une école publique et nous n'avons aucun regard et nous ne voulons avoir aucun regard sur la pédagogie. Nous pouvons proposer des activités, mais la gestion se fait là-bas entre les professeurs et le directeur qui suivent les directives du ministère de l'Éducation vénézuélien, ce qui est tout à fait logique. Donc la partie pédagogique, ça n'est pas nous, tout le reste, c'est nous. Il faut voir aussi, comme j'en parlais tout à l'heure, on a proposé différentes activités et en particulier on a réussi à prendre des contacts avec le système A il y a 7 ans. Et la chance que nous avons eue, c'est que nous avons proposé le projet au fondateur du système A qui s'appelait Maestro Abreu et il a été enthousiaste et c'est comme ça qu'on a pu ouvrir le système A au bout du monde, à 100 km du premier village électrifié. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui marche très bien. Le système A est présent là-bas. Des musiciens vont régulièrement. Alors, on a un professeur de musique extraordinaire qui vit là-bas. Et on a des musiciens qui régulièrement font des missions pour aller travailler avec les enfants. Donc ça, c'est quelque chose qui marche très bien. Et on se focalise sur la musique traditionnelle vénézuélienne à travers le programme Almayanera du système. Donc ça, c'est un autre projet que nous avons là-bas et qui est un projet qui nous donne en même temps une visibilité importante puisque en avril de cette année, les élèves et des musiciens du système A sont venus donner ici un grand concert au collège. Ces enfants ont certainement subi des expériences plutôt, on va dire, difficiles. Et comment sont-ils arrivés à cette école? Et si vous pouvez donner quelques exemples? Alors ces enfants, c'est très simple. Ce sont des enfants qui viennent des hatos tout autour. On est dans une région d'élevage extensif, c'est-à-dire peu d'animaux sur des grandes extensions de terre. Je suis professeur de géographie, j'en profite. Et ces enfants peuvent venir de très loin. Ils peuvent passer le matin 1h30 à pied pour venir jusqu'à l'école. C'est pour ça que là, on envoie des bicyclettes pour ceux qui habitent le plus loin. Et ces enfants, ce sont des enfants qui habitent là, mais comme il n'y a pas de village, ils habitent dans des fundos, comme on dit, éloignés. Quelques histoires. Alors oui, ce qu'on a aussi comme projet, c'est que moi, ça m'arrache le cœur de voir que ces enfants, c'est ça qui m'a arraché le cœur la première fois, c'est de voir que mes enfants, ils avaient tout. Ils avaient une école, ils avaient une maison, ils avaient des vêtements, ils avaient des chaussures, et puis qu'eux, ils n'avaient rien. Et je trouvais que c'était pas juste. Non, ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Et donc, par exemple, à Noël, il y a au moins 10 ou 12 ans, je me suis dit, il faut qu'on envoie des cadeaux de Noël. C'est pas évident de trouver des cadeaux de Noël pour tous les enfants, tout est très compliqué parce qu'il faut beaucoup d'argent. Mais on avait réussi à envoyer des cadeaux de Noël, et il y a un petit garçon, je sais pas, il va avoir 5 ans, peut-être 6 ans, il reçoit un gros camion rouge en plastique, vous savez, où les garçons aiment bien mettre de la terre, là. Vous savez, ils ont tous eu ça, vos petits frères. Et le petit garçon, il était avec ce camion, il ne pouvait pas le croire, un cadeau aussi merveilleux. Et puis il vient, il s'approche de moi, alors je lui dis, mais tu es content, c'est trop beau ton camion. El Niño Jesús te hizo un regalo muy lindo. Et le petit me regarde et me dit, pero es primera vez que el Niño Jesús piensa en nosotros. Vous entendez ça, vous dites, te lo juro, nunca más te va a olvidar. Mais hace años y yo sigo como que de gallina. Donc ça, c'est un exemple, et puis des exemples plus drôles, parce que pendant de nombreuses années, on faisait venir les enfants à Caracas. Ils venaient passer une semaine à Caracas, donc 3 jours à Caracas, et après 3 jours à la plage. Et donc, pour eux, c'était un voyage incroyable, ils ne sont jamais sortis de là-bas. Donc ils traversaient tout le pays en bus, ils arrivaient ici, première fois qu'ils voyaient une ville, des immeubles, de la montagne, là-bas c'est la plaine, donc c'était un truc de fou. Il y a un petit qui descend de l'autobus là, au collège, et puis il voit la villa, il dit Naguara. Je ne pouvais pas le croire, c'était un truc incroyable. Et on m'a raconté que certains, quand ils passaient sous des ponts, quand le bus passait sous des ponts, les enfants faisaient comme ça. Ils n'étaient jamais passés sous un pont, parce qu'ils n'avaient jamais vu de pont. Des histoires très drôles, un petit garçon qui me dit, parce que les parents du collège hébergeaient les enfants,
Un petit garçon qui me dit, mais comment la dame sait quand on arrive, et comment la porte du garage sait qu'on arrive et s'ouvre toute seule. Il ne connaissait pas les contrôles de remote. Puis il y en a un autre qui me dit, la dame, elle ne fait jamais la vaisselle. Je dis, ah bon, elle ne fait pas la vaisselle? Elle pone todo en un cajón blanco, hace ruido y sale limpio. Ils ne connaissaient pas les lave-vaisselle. Et puis alors, on les a emmenés pour qu'ils connaissent la ville. Ils étaient intégrés ici dans leur classe en section vénézuélienne. Et puis après, on les a emmenés à la plage. Mme Gimel et moi, on a 2 maisons côte à côte à la plage. Donc, les filles d'un côté, les garçons de l'autre. On ne rigole pas dans les llanos avec ça. Et puis, c'était trop mignon. Il y a un petit qui descend du bus. Et puis, tout d'un coup, il découvre la mer depuis ma maison. Et puis, alors, il me dit, ese río es tuyo. C'est pas un rio, c'est la mer. Et je dis, es el mar, y también es tuyo. No lo podía creer. Je ne pouvais pas imaginer que ça, c'était au ciel. Voilà, quelques exemples. Nous les filles, on a eu une discussion l'année passée, je crois, sur un projet qu'il y avait pour les filles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est dû ce projet pour les filles? Alors, ce projet est venu d'une constatation qu'il y avait un absentéisme extrêmement important des filles. Et quand j'ai compris à quoi correspondait cet absentéisme, ça a été une révélation parce que je n'imaginais pas que les filles ne pouvaient pas aller à l'école à cause d'une situation physiologique, elles avaient leurs règles. Et comme les familles sont trop pauvres pour acheter des protections, eh bien les filles ne peuvent pas aller à l'école. Et c'est donc là qu'encore une fois, j'ai demandé avec Mme Gimel, on a demandé à nos chers élèves d'aider, on a demandé qu'aux filles, parce que là on n'avait pas envie de tout expliquer aux garçons, tant pis, on a fait de la discrimination. L'idée c'était justement de permettre à ces filles d'aller tous les jours à l'école et qu'il n'y ait pas une différence de genre avec des garçons qui peuvent assister tous les jours et des filles qui, à cause de la pauvreté, ne peuvent pas assister tous les jours. Donc j'ai contacté une ONG américaine, Bail for Girls, qui a été extraordinaire puisqu'elle nous a elle nous a envoyé des kits que vous avez vus, qui sont lavables. Et puis là où les filles du collège ont été magnifiques également, ce sont elles qui, en donnant de l'argent, ont pu payer le transport depuis Miami jusqu'à l'Escolita. Elles ont pu payer le transport de cette fameuse quête. Donc ça a été un geste de solidarité entre filles que j'ai trouvé formidable et qui permet également aux filles d'aller à l'école tous les jours, d'apprendre tous les jours. C'était un merveilleux projet. Écoute, moi ça a été, quand j'ai compris pourquoi il y avait ce problème d'absentéisme, c'était comme un électrochoc, je n'avais jamais pensé à ça. Parce que comme d'habitude, on est dans des milieux privilégiés où ça n'est pas un problème. Oui. Voilà. Et merci aux filles du collège. Voilà. Pour plus d'histoires émouvantes, Comme celle que vous venez de regarder, suivez-nous. La plume, la voix du lycée. Rejoignez-nous!